Je m'appelle Claire. Récemment, après une longue relation qui s'est terminée de manière amère, Jay décidé qu'il était temps de tourner la page et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ainsi que Jay commençait à utiliser Tinder. Après quelques conversations banales, Jay fait la connaissance de Thomas, un homme charmant et très attirant. Nos échanges étaient légers, pleins d'humour, et il semblait y avoir une réelle connexion entre nous. Nous avons discuté pendant quelques semaines, partageant des anecdotes, des histoires de vie et des intérêts communs. Il avait cette manière de me faire sentir à l'aise, comme si je le connaissais depuis toujours. Finalement, il m'a proposé de nous rencontrer en personne. Je n'avais pas de raison de refuser. Il semblait honnête, drôle et intelligent, exactement ce que je recherchais. Nous avons convenu de nous retrouver dans un bar cosy du centre-ville, un endroit que j'aimais bien pour son ambiance détendue. Le soir du rendez-vous, j'étais un peu nerveuse, mais en même temps excitée de le voir enfin en chair et en os. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, me souriant dès que je suis entré. Il était encore plus séduisant que sur ses photos. La soirée s'est déroulée à merveille. Nous avons ri, échangé des histoires, et il avait ce don de rendre chaque moment intéressant. Plus le temps passait, plus je me sentais à l'aise en sa compagnie. Il était attentif, charismatique, et je me surprenais à penser que peut-être c'était quelqu'un de spécial. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos voyages, de nos goûts musicaux, de nos projets pour l'avenir. Vers la fin de la soirée, il a proposé de me raccompagner chez moi. Bien que l'idée ait été tentante, j'ai poliment refusé. Je préférais rentrer seul, ne voulant pas précipiter les choses. Il a respecté ma décision, bien que je puisse percevoir une légère déception dans son regard. Nous nous sommes dit au revoir devant le bar, et il m'a souhaité une bonne nuit, avec un sourire qui m'a laissé pensant à lui tout le chemin du retour. Je suis rentré chez moi, satisfaite de la soirée, convaincue d'avoir fait une belle rencontre. À ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que cette décision de rentrer seule serait la dernière que je prendrais en toute tranquillité. Les premiers jours après notre rendez-vous, tout semblait normal. Thomas m'envoyait des messages pour prendre de mes nouvelles, et nous parlions de revoir bientôt. Mais, rapidement, quelque chose a commencé à changer. Ces messages sont devenus plus fréquents, presque oppressants. Il voulait savoir ce que je faisais à chaque instant, avec qui j'étais, où je me trouvais. Au début, j'ai pensé qu'il était simplement attentionné, mais ça a vite pris une tournure étrange. Un matin, je me suis réveillé avec une série de messages de sa part, envoyés au milieu de la nuit. Il me demandait pourquoi je ne répondais pas, pourquoi je n'avais pas lu ces messages immédiatement. Il semblait irrité, presque furieux, comme si je lui devais des explications. Cette insistance m'a mise mal à l'aise. Je lui ai répondu de manière polie, en essayant de minimiser la situation, mais il continuait à m'écrire sans arrêt. Au fil des jours, son comportement est devenu de plus en plus possessif. Il commentait sur tout ce que je faisais, me posait des questions sur des détails insignifiants de ma journée, comme s'il essayait de contrôler chaque aspect de ma vie. Jay commençait à me sentir surveillé, piégé. Un soir, il m'a envoyé un message en disant qu'il savait que je ne lui disais pas tout, que je lui cachais des choses. Cette accusation sortie de nulle part m'a glacé le sang. Jay décidait de prendre mes distances. Je ne voulais pas couper les ponts de manière abrupte, mais je sentais que je devais m'éloigner. Jay commençait à répondre de moins en moins, espérant qu'il comprendrait le message. Mais c'est à ce moment-là que ces messages sont devenus encore plus inquiétants. Il écrivait des phrases ambiguës, presque menaçantes, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Puis, un jour, j'ai arrêté de répondre complètement. Je ne pouvais plus supporter cette pression. Mais à partir de ce moment-là, tout a basculé. Thomas a cessé de m'écrire
et le silence qui s'est installé m'a paru encore plus angoissant que ces messages. C'était comme si un piège s'était refermé sur moi, et je ne savais pas encore jusqu'où cette situation allait me conduire. Après quelques jours de silence, mes amis ont commencé à s'inquiéter. Ils savaient que j'avais rencontré quelqu'un et que nous avions passé une bonne soirée ensemble, mais ils ne comprenaient pas pourquoi je ne donnais plus de nouvelles. D'habitude, je suis toujours en contact avec eux, surtout après une rencontre prometteuse. C'est Sarah, ma meilleure amie, qui a été la première à réagir. Elle a essayé de m'appeler à plusieurs reprises, mais toutes ses tentatives sont restées sans réponse. Inquiète, elle a décidé de passer chez moi, mais il n'y avait aucune trace de moi. Elle a alors contacté mes autres amis pour voir si quelqu'un avait eu de mes nouvelles, mais personne ne savait où j'étais. Ils ont finalement décidé de signaler ma disparition à la police. Les officiers ont commencé par interroger mes amis et ma famille, essayant de reconstituer mes dernières actions. Quand ils ont appris que j'avais rencontré Thomas via Tinder, ils ont immédiatement voulu en savoir plus sur lui. Sarah leur a montré les messages que j'avais partagés avec elle, et l'enquête a pris un tournant plus sérieux. La police a fouillé mon appartement et a trouvé des signes troublants. Il y avait des objets déplacés, des traces de lutte à peine visibles, et des empreintes digitales qui ne correspondaient pas aux miennes. Plus inquiétante encore, une caméra de sécurité d'un magasin à proximité avait capturé Thomas suivant ma voiture après notre rendez-vous. Le choc a été immédiat. Il m'avait suivi jusqu'à chez moi et tout indiquait qu'il était entré dans mon appartement cette nuit-là. Les enquêteurs ont commencé à rechercher activement Thomas, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Chaque nouvelle piste semblait plus sinistre que la précédente. Ils ont découvert que son profil sur Tinder avait été supprimé juste après notre rencontre et qu'il avait utilisé de fausses informations pour créer son compte. Tout semblait indiquer qu'il avait soigneusement planifié chaque étape. La peur grandissait parmi mes amis et ma famille. Chaque jour qui passait sans nouvelles de moi rendait la situation plus insoutenable. Ils se demandaient ce qui avait pu m'arriver cette nuit-là. Mais les réponses semblaient de plus en plus éloignées. L'idée que je sois quelque part, seul et terrifié, les hantait. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre, espérant que la police finirait par trouver une piste qui me ramènerait à eux. Les jours se sont transformés en semaines et l'enquête piétinait. La police continuait de chercher Thomas, mais chaque piste semblait se dissoudre dans le néant. C'est alors que des indices troublants ont commencé à apparaître. Un matin, Sarah a reçu un colis anonyme. À l'intérieur, il y avait une enveloppe contenant des photos de moi prises à mon insu. Certaines remontaient à des semaines avant ma disparition, d'autres semblaient avoir été prises depuis des angles impossibles, comme si quelqu'un m'avait observé de très près. Une des photos montrait la façade de mon immeuble avec une ombre indistincte visible à l'une des fenêtres. La dernière image, cependant, était la plus terrifiante. Elle me montrait endormi dans mon lit, à l'intérieur de mon appartement. Le choc de découvrir ces photos a été immense pour mes amis. La police, alertée immédiatement, a pris le colis comme une menace directe. Ils ont analysé chaque détail des images, cherchant désespérément des indices sur l'endroit où je pouvais être, mais tout restait flou. L'une des photos montrait une inscription gravée sur une porte en arrière-plan, mais elle était trop floue pour être déchiffrée. Quelques jours plus tard, un autre colis est arrivé, cette fois directement à la police. À l'intérieur, une clé USB contenant une série d'enregistrements audio. C'était ma voix, reconnaissable, mais faible et effrayée. J'étais en train de supplier quelqu'un de me laisser partir, de me laisser rentrer chez moi. Dans ces enregistrements, je parlais de choses banales, de souvenirs d'enfance, comme si j'essayais de garder une trace de mon existence.
Chaque mot résonnait comme un adieu voilé. Les enregistrements se terminaient par un silence pesant, suivi d'un bruit métallique, comme celui d'une porte verrouillée. La police a analysé ces sons, mais ils n'ont pas réussi à identifier l'endroit où ils avaient été enregistrés. Pour mes proches, c'était un cauchemar réveillé. Ils savaient que j'étais quelque part, encore vivante, mais impuissant à me retrouver. Le jeu sinistre de Thomas continuait, laissant derrière lui une traînée de peur et d'angoisse. Chaque nouvel indice semblait conçu pour torturer ceux qui m'aimaient, les plongeant dans une incertitude insupportable. Les jours passaient, et l'espoir de me retrouver s'amenuisait, tandis que l'étau psychologique de ce jeu cruel se refermait de plus en plus autour de moi et de ceux qui m'entouraient. L'enquête sur ma disparition a pris un tournant tragique après plusieurs semaines d'incertitude. Un matin, la police a reçu un dernier message de Thomas, envoyé depuis un compte anonyme. Ce message contenait des coordonnées GPS accompagnées de la phrase « C'est ici que tout se termine ». Les enquêteurs ont immédiatement suivi ces indications, espérant me retrouver vivante. Les coordonnées les ont conduits à une vieille cabane abandonnée, située en pleine forêt, loin de toute civilisation. En arrivant sur place, les policiers ont senti une tension glaciale dans l'air. L'endroit était délabré, avec des signes évidents que quelqu'un avait vécu là récemment. Ils ont découvert des traces de pas, des restes de nourriture et surtout un carnet rempli de notes dérangeantes. Le carnet contenait des pages entières de réflexions de Thomas, écrites dans une prose obsessionnelle. Il parlait de moi comme d'un objet de fascination, détaillant chaque interaction que nous avions eue, chaque message que nous avions échangé. Ces écrits devenaient de plus en plus troublants, révélant une obsession malsaine et une volonté déformée de m'intégrer dans sa vie coûte que coûte. À l'intérieur de la cabane, ils ont finalement trouvé ce qu'ils redoutaient, une pièce cachée, scellée par une porte en acier. En forçant l'entrée, ils ont découvert un espace sombre et étroit, équipé de caméras de surveillance, de chaînes et d'un matelas souillé. Mais ce qui les a marqués le plus, c'était le silence absolu. Malgré tous leurs espoirs, la pièce était vide. Je n'étais plus là. Les murs étaient recouverts de photos de moi, prises durant ma captivité, certaines montrant mon visage marqué par la peur et la fatigue. Un téléviseur dans un coin diffusait en boucle les enregistrements de moi, implorant Thomas de me libérer, de me laisser partir. Mais le monstre qui avait orchestré tout cela s'était évaporé, me laissant seul dans ce cauchemar. La police a fouillé la cabane et les alentours pendant des jours, mais aucune trace de moi ni de Thomas n'a été trouvée. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que mon corps a été découvert à plusieurs kilomètres de là, enterré dans une fosse peu profonde. Les marques sur mon corps racontaient l'histoire d'une lutte désespérée, mais aussi la fin cruelle que j'avais finalement rencontrée. Thomas, quant à lui, n'a jamais été retrouvé. Il a disparu sans laisser de traces, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un prédateur en série, et ma mort n'était probablement qu'une étape dans un plan plus vaste et plus sinistre. Ma famille et mes amis, dévastés par ma perte, ont dû faire face à la réalité que justice ne serait peut-être jamais rendue. L'histoire de ma rencontre avec Thomas, qui a commencé si banalement sur une application de rencontre, est devenue un rappel sombre des dangers invisibles qui rôdent dans le monde moderne. Pour ceux qui restent, la seule consolation est de savoir que mon histoire a servi d'avertissement, empêchant peut-être d'autres de connaître le même sort tragique. Hé, si t'es encore là et que t'as déjà des frissons, c'est que t'aimes bien l'histoire, non? Alors balance un petit like pour soutenir la chaîne et qu'on continue à te filer des sueurs froides. Et surtout, abonne-toi pour rien rater. Parce que les récits flippants, c'est pas fini et tu sais que tu vas en redemander.
Je suis passionné par la photographie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Lorsque je suis tombé sur le profil de Clara sur Tinder, Jay était immédiatement captivée. Elle se présentait comme modèle et proposait une séance photo en extérieur. C'était exactement ce que je cherchais pour expérimenter de nouvelles idées et capturer des images uniques. Clara semblait être la muse parfaite. Nous avons échangé quelques messages et elle a suggéré que nous nous rencontrions dans un endroit isolé, une ancienne propriété en périphérie de la ville, réputée pour son ambiance mystérieuse. Au début, j'ai trouvé l'idée de travailler dans un lieu aussi singulier plutôt excitante. Je m'imaginais déjà en train de capturer des photos incroyables dans cet environnement dramatique. Le jour du rendez-vous est enfin arrivé. Je suis arrivé sur les lieux bien avant Clara pour préparer tout le matériel et m'assurer que tout était prêt pour la séance. La vieille maison, entourée d'un jardin envahi par les mauvaises herbes, avait un charme antique et un peu inquiétant. J'étais impatient de commencer, convaincu que ces photos allaient être exceptionnelles. Quand Clara est arrivée, elle était vêtue d'une élégante robe de soirée qui contrastait avec le décor délabré. Cependant, quelque chose dans son comportement me semblait étrange. Elle paraissait nerveuse et son sourire semblait forcé. Malgré cela, j'étais déterminé à poursuivre la séance. Je voulais croire que ces réserves n'étaient que le résultat du stress de poser devant l'objectif. C'est alors que Jay remarquait le véhicule garé à une distance, avec les phares éteints. Il était difficile de voir qui se trouvait à l'intérieur, mais la présence de la voiture me mettait mal à l'aise. Jay essayait de rester concentré sur la photographie, mais l'idée que quelqu'un nous observait me distrayait. Je me suis dit que cela pourrait être une simple coïncidence, mais l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Pendant que nous continuions la séance, l'atmosphère devenait de plus en plus étrange. Clara me demandait de la photographier dans des poses de plus en plus inconfortables, parfois même provocantes, ce qui me semblait de plus en plus déplacé pour un simple travail de photographie. J'essayais de garder un sourire professionnel, mais sa nervosité grandissante me mettait de plus en plus mal à l'aise. À plusieurs reprises, j'ai jeté un coup d'œil discret en direction du véhicule qui restait toujours là, immobile et silencieux. Je n'arrivais pas à discerner quoi que ce soit à travers les vitres teintées. Chaque fois que je détournais le regard, je sentais les yeux fixés sur nous. Cette présence silencieuse et mystérieuse contribuait à une tension croissante dans l'air. Clara semblait de plus en plus insistant pour poursuivre la séance, malgré mon désir croissant de mettre fin à cette situation. Elle changeait constamment de pose et semblait chercher des angles particuliers, souvent en se rapprochant de l'endroit où le véhicule était garé. Jay essayait de suggérer que nous terminions, mais elle a insisté pour continuer, son anxiété devenant plus palpable. Finalement, je n'ai pas pu ignorer cette impression grandissante de malaise. Jay prit une grande décision. J'allais mettre fin à la séance et enquêter sur la voiture garée là-bas. Je ne pouvais plus ignorer le sentiment persistant que quelque chose clochait. Lorsque Jay suggérait de conclure la séance, Clara a montré une légère déception, mais a finalement accepté, bien que son comportement restait préoccupant. Je suis resté sur place pendant que Clara se dirigeait vers son véhicule et Jay observait le véhicule suspect avec une nervosité croissante. Je savais que je devais comprendre ce qui se passait réellement, même si cela signifiait découvrir quelque chose de terrifiant. Lorsque Clara a quitté les lieux, je me suis senti soulagé, mais aussi inquiet. Je ne pouvais pas chasser de mon esprit le sentiment que quelque chose de sinistre se tramait. J'ai attendu un moment pour m'assurer qu'elle était bien partie, puis je me suis dirigé vers le véhicule garé à distance. Mon cœur battait la chamade, chaque pas me rapprochant d'une vérité que je redoutais. En m'approchant de la voiture, j'ai remarqué qu'elle était un modèle ordinaire,
mais son état usé et la poussière accumulée semblaient indiquer qu'elle n'était pas utilisée fréquemment. Jai regardait à travers les vitres teintées, mais il était impossible de voir à l'intérieur. En essayant d'ouvrir la porte, Jai découvert qu'elle était verrouillée. À ce moment-là, je ne pouvais plus ignorer le fait que ce véhicule faisait partie de quelque chose de plus inquiétant. Je me suis alors tourné vers la maison et ai décidé de vérifier les environs pour m'assurer qu'Ilnai n'avait pas d'autres signes de danger. Alors que je faisais le tour, j'ai trouvé des traces de pas dans l'herbe, menant à une fenêtre à moitié ouverte au rez-de-chaussée. Mon sentiment de malaise s'est intensifié. Quelqu'un avait dû entrer et sortir de la maison récemment, mais qui? En explorant l'intérieur de la maison, j'ai trouvé des pièces encombrées d'objets personnels, mais rien de directement lié à Clara ou au véhicule. C'était un vrai casse-tête. J'ai commencé à fouiller les pièces plus minutieusement, découvrant quelques objets personnels qui semblaient appartenir à des personnes différentes, comme des bijoux et des effets personnels abandonnés. Cette découverte renforçait la sensation que quelque chose de terrible s'était passé ici. Avant de quitter les lieux, j'ai pris des photos du véhicule et des environs, en espérant que ces preuves pourraient aider à éclaircir ce mystère. Mon instinct me disait que je devais signaler ce que j'avais trouvé. Avec un sentiment de peur croissante, j'ai décidé de contacter les autorités pour les informer de la voiture suspecte et des découvertes que j'avais faites dans la maison. Je savais que j'avais peut-être découvert quelque chose de crucial, mais l'angoisse de ce que cela pouvait signifier pour Clara était presque insupportable. Quand j'ai commencé à enquêter sur la voiture et les découvertes que j'avais faites, j'étais de plus en plus inquiet. Les pièces de la maison abandonnée et les objets personnels troublants ne faisaient que renforcer mon malaise. J'avais la conviction que quelque chose de grave s'était passé et je savais que je devais aller plus loin. J'ai commencé par rechercher des informations sur Clara. J'ai découvert que son profil sur Tinder avait été supprimé peu après notre rencontre. En creusant davantage, j'ai trouvé des témoignages d'autres hommes qui avaient eu des expériences similaires. Tous avaient été attirés par des annonces ou des rencontres apparemment innocentes, puis avaient disparu après des rendez-vous dans des lieux isolés. C'était comme un schéma récurrent. Des hommes attirés dans des pièges, puis perdus sans trace. En parlant avec les amis et les familles des personnes disparues, j'ai appris qu'ils avaient tous eu un contact avec une femme qui correspondait à la description de Clara. Cela m'a donné un sentiment de terreur accrue. J'étais tombé dans une série de pièges conçus pour attirer des victimes. Les témoignages indiquaient que, bien que la femme change souvent de nom et d'apparence, elle utilisait des techniques similaires pour ses victimes. Paniqué mais déterminé, j'ai contacté la police pour partager toutes les informations que j'avais collectées. Ils ont pris au sérieux mes découvertes et ont lancé une enquête officielle. Pendant ce temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Clara et à ce qui pourrait lui être arrivé. La réalisation que je pouvais être le prochain sur la liste me hantait constamment. L'idée que j'avais failli être une autre victime dans ce schéma effrayant était presque trop difficile à supporter. Les jours passaient, et malgré l'avancée de l'enquête, Clara restait introuvable. Le sentiment de culpabilité et de terreur était omniprésent. Chaque jour, je me demandais si j'avais fait assez pour aider, et si je pouvais encore faire quelque chose pour empêcher d'autres victimes d'être attirées dans le même piège. Quelques semaines après avoir signalé mes découvertes à la police, les enquêteurs ont pu relier mes informations à d'autres enquêtes en cours. Ils ont découvert que la maison abandonnée où j'avais trouvé les objets personnels était utilisée comme un lieu de rendez-vous pour cette femme. Les preuves rassemblaient les pièces du puzzle, mais malgré tous les efforts, Clara restait introuvable.
La police a continué à rechercher des indices sur les autres victimes, et il est devenu évident que Clara était impliquée dans une série de disparitions. Chaque nouvelle enquête révélait que des hommes avaient été attirés et capturés par elle dans des lieux isolés. Les policiers ont même trouvé des preuves supplémentaires, comme des photographies et des notes, indiquant qu'elle avait préparé des pièges soigneusement orchestrés pour ses victimes. Malgré les efforts considérables des forces de l'ordre, Clara avait disparu sans laisser de traces. Les pistes menaient à des impasses, et elle semblait s'être évaporée. Les enquêteurs ont envisagé plusieurs théories sur sa possible fuite ou son changement d'identité, mais aucune piste solide ne se présentait. Le fait que Clara ait pu échapper à la justice me hantait. Je savais que d'autres pouvaient être en danger, et la peur que d'autres innocents tombent dans le même piège me pesait lourdement. L'expérience m'a laissé avec un profond sentiment de malaise, sachant que j'avais échappé à quelque chose de terrible, mais sans pouvoir apporter de clôture à cette affaire ou aider à retrouver Clara. À ce jour, le mystère de sa disparition reste non résolu. La maison abandonnée a été scellée, mais les cicatrices de cette expérience continuent de me hanter. Je reste avec le poids de ce que j'ai découvert, la peur que les ombres du passé puissent revenir, et la consternation de ne jamais savoir ce qui est réellement arrivé à Clara. Après mon divorce, je me suis senti prêt à explorer de nouvelles possibilités dans ma vie amoureuse. La décision de revenir au dating n'était pas facile, mais j'étais prêt à essayer. Jai créait un profil sur Tinder et, après quelques jours de navigation, Jai rencontrait Ella. Elle semblait parfaite. Ses photos étaient magnifiques et ses messages étaient charmants. Nos conversations étaient fluides et pleines d'esprit. Elle semblait avoir toutes les qualités que je cherchais. Nous avons échangé des messages pendant plusieurs semaines, et chaque conversation me confortait dans l'idée que je pourrais avoir trouvé quelqu'un de spécial. Elle a parlé de ses passions, de ses projets de vie, et il y avait quelque chose de vraiment sincère dans sa façon de communiquer. Je commençais à me sentir vraiment enthousiasmé à l'idée de la rencontrer en personne. Tout semblait si prometteur que je croyais sincèrement avoir trouvé une connexion réelle. Lorsque le jour de notre rencontre est enfin arrivé, j'étais à la fois nerveux et excité. Nous avions décidé de nous retrouver dans un restaurant cosy en ville. Lorsque Ella est arrivée, elle correspondait parfaitement à ses photos. Elle était belle, élégante, et son sourire était aussi chaleureux que dans nos échanges en ligne. Nous avons passé une soirée agréable, discutant de tout et de rien, partageant des rires et des histoires personnelles. Cependant, au fil de la soirée, Jai commençait à ressentir une étrange impression. Bien que tout semblait parfait en surface, Ella avait tendance à éviter certaines questions plus personnelles, et ses réponses étaient parfois vagues. Je ne pouvais pas mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans son comportement. Malgré cela, je me suis dit que j'étais peut-être simplement trop stressé et j'ai essayé de profiter de la soirée autant que possible. Quelques semaines après notre rendez-vous, j'ai commencé à remarquer des transactions étranges sur mon compte bancaire. Au début, ce n'étaient que de petits montants, mais ils apparaissaient régulièrement. Je n'avais pas fait ces achats, et les montants étaient suffisamment petits pour ne pas attirer immédiatement l'attention. Mais ils s'accumulaient de manière inquiétante. Je vérifiais mon compte chaque jour, découvrant que des débits étaient effectués par des commerçants que je ne reconnaissais pas. C'était comme si quelqu'un exploitait mon compte sans que je ne m'en rende compte. Mon sentiment de malaise s'est amplifié lorsque ces transactions ont continué à se répéter, me laissant une impression croissante d'être espionné et manipulé. J'ai décidé de contacter ma banque pour signaler ces activités suspectes et demander une enquête approfondie. En enquêtant sur ces transactions suspectes,
Jay commençait à rassembler des informations pour essayer de comprendre d'où venaient ces débits. Jay parlait avec ma banque, qui a pu suivre les mouvements et les origines des paiements. C'est là que j'ai découvert quelque chose de profondément perturbant. Les transactions étaient liées à un groupe spécialisé dans les escroqueries en ligne. Jay apprit que les photos d'Ella étaient en fait des images volées d'une autre femme, utilisées pour créer une fausse identité. Ce groupe criminel se spécialisait dans l'utilisation d'identités fictives pour attirer des victimes et obtenir leurs informations financières. Les détails que j'ai trouvés étaient horrifiants. Des dizaines de personnes avaient été dupées de la même manière, leurs données personnelles et bancaires exploitées. Le fait de réaliser que j'avais été ciblé par un groupe organisé et que j'avais partagé des informations sensibles avec eux était déstabilisant. Cette découverte a révélé l'ampleur de l'escroquerie et a renforcé mon sentiment d'impuissance. J'avais été manipulé par des professionnels du vol d'identité, et la vérité sur Ella était bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. Malgré les efforts pour sécuriser mon compte et prévenir d'autres pertes, les dégâts étaient déjà considérables. Les autorités ont lancé une enquête, mais les preuves étaient insuffisantes pour localiser le groupe ou retrouver Ella. J'étais laissé avec un sentiment de vulnérabilité profonde et une impression écrasante d'avoir été trompé par une organisation sophistiquée. La réalisation que j'avais été victime d'un tel stratagème m'a laissé une cicatrice durable. Non seulement j'avais perdu de l'argent, mais ma confiance en la sécurité en ligne et en mes propres jugements était gravement ébranlée. La sécurité personnelle et financière est devenue une préoccupation constante, et chaque fois que je vois une annonce en ligne ou un profil sur un site de rencontre, je me demande si je pourrais de nouveau être trompé. Cette expérience a bouleversé ma perception de la confiance et des relations en ligne, et je reste avec la peur persistante que des escroqueries similaires puissent me toucher à nouveau. Je me souviens encore du frisson d'excitation qui m'a traversé alors que je me préparais pour ce rendez-vous. Après des semaines à échanger des messages sur Tinder, enfin, j'allais rencontrer Marc en personne. Ses photos montraient un homme charmant, toujours souriant, et nos conversations étaient pleines de complicité. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce rendez-vous pourrait être le début de quelque chose de spécial. J'avais choisi un petit restaurant cosy, pas trop loin de chez moi, avec une ambiance chaleureuse et des lumières tamisées. En entrant, je l'ai immédiatement repéré, assis à une table près de la fenêtre. Il était encore plus beau en personne, avec ce même sourire captivant que sur ses photos. Lorsqu'il s'est levé pour me saluer, j'ai senti mon cœur s'emballer un peu. La soirée a commencé de manière parfaite. Nous avons ri, parlé de tout et de rien, et je me suis senti à l'aise rapidement. Il avait ce don pour poser les bonnes questions, montrer de l'intérêt pour ce que je disais, et semblait partager de nombreux points communs avec moi. C'était presque trop beau pour être vrai. Mais à un moment, alors que nous discutions de nos passions respectives, il a mentionné quelque chose qui m'a fait tressaillir. Il savait que j'avais un chien, un petit beagle nommé Max. Pourtant, je ne me souvenais pas lui avoir parlé de Max, ni même d'avoir posté quoi que ce soit à son sujet sur Tinder. Jay sourit nerveusement, essayant de me convaincre que je devais l'avoir mentionné sans m'en rendre compte. Puis, plus tard dans la soirée, il a évoqué le nom de la rue où je travaille. Cette fois, mon sourire s'est figé. Comment pouvait-il savoir ça? Je n'arrêtais pas de repasser ces moments dans ma tête, cherchant une explication logique. Peut-être que j'avais mentionné ces détails sans m'en rendre compte. Peut-être que je lui avais parlé de Max et de mon travail lors d'une de nos nombreuses discussions en ligne. Mais au fond de moi, une petite voix chuchotait que quelque chose n'allait pas.
Au cours du dîner, Marc a continué à dévoiler d'autres informations personnelles à mon sujet, comme si de rien n'était. Il savait à quelle heure je partais généralement au travail, qu'il y avait un café à 2 rues de chez moi où j'aimais bien m'arrêter le matin, et même que je faisais du yoga tous les samedis matins dans un studio local. Chaque révélation me donnait l'impression d'être prise au piège dans une toile invisible. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais je ne voulais pas paraître paranoïaque ou impoli. Après tout, c'était notre premier rendez-vous. J'avais déjà entendu parler de rencontres où les gens ressentaient une étrange connexion instantanée, où ils semblaient savoir des choses sur l'autre sans qu'on les leur ait dites. Peut-être que c'était juste ça. Peut-être que j'étais en train de me faire des films. Mais alors que la soirée avançait, mon malaise grandissait. Ces compliments, qui au début me faisaient sourire, commençaient maintenant à me mettre mal à l'aise. Chaque mot qu'il prononçait, chaque sourire qu'il m'adressait, semblait chargé d'une étrange intensité. J'avais envie de partir, de trouver une excuse pour écourter le rendez-vous, mais je me sentais piégé par la politesse et la peur de paraître grossière. Lorsque nous avons finalement terminé notre dîner, j'étais soulagé à l'idée de rentrer chez moi. Mais, en sortant du restaurant, une nouvelle inquiétude a commencé à se former dans mon esprit. Et si ce sentiment de malaise n'était pas simplement dû à mon imagination? En quittant le restaurant, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs autour de moi. Les rues étaient calmes, et l'air de la nuit était frais contre ma peau. Mais une étrange sensation de lourdeur pesait sur mes épaules. Marc m'avait proposé de me raccompagner, mais j'avais poliment décliné, prétendant que j'avais besoin de marcher un peu pour digérer. En réalité, je voulais juste mettre de la distance entre nous le plus rapidement possible. Alors que je m'éloignais, je sentais toujours son regard sur moi. Cette impression persistante d'être observé me suivait à chaque pas. Je me retournais de temps en temps, persuadé de voir sa silhouette au coin de la rue, mais il n'y avait rien. Juste des ombres et le silence de la nuit. Pourtant, alors que j'approchais de mon appartement, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Peut-être que c'était juste quelqu'un d'autre rentrant chez lui, une coïncidence. Mais les pas s'accéléraient chaque fois que je pressais le mien, maintenant une distance constante entre nous. J'ai tourné brusquement à un coin de rue, espérant semer mon poursuivant imaginaire. Une fois hors de vue, je me suis caché derrière une voiture garée, retenant mon souffle. Quelques secondes plus tard, les pas ont résonné, plus proches cette fois. Je me suis figé, priant pour ne pas être vu. Mais lorsque j'ai jeté un coup d'œil au-dessus du capot, il n'y avait personne. Juste le vide. Je suis resté là, le cœur battant à tout rompre, essayant de rationaliser ce que je venais de vivre. Peut-être que j'étais paranoïaque, que mon esprit jouait des tours. Pourtant, cette sensation de danger imminent ne disparaissait pas. Lorsque j'ai finalement atteint mon appartement, j'ai verrouillé la porte derrière moi, mais le soulagement ne venait toujours pas. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, mon téléphone a vibré sur ma table de nuit. C'était un message de Marc. « Belle soirée, n'est-ce pas? J'ai l'impression de te connaître si bien, presque comme si je t'avais toujours observé. » Mon sang s'est glacé. Après ce message, mon instinct me hurlait de couper tout contact avec Marc. Je l'ai immédiatement bloqué sur toutes mes applications, changé mon numéro de téléphone et même désactivé mes comptes sur les réseaux sociaux pendant un moment. Je voulais disparaître de son radar, reprendre le contrôle de ma vie. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Quelques jours plus tard, en rentrant chez moi après le travail, j'ai eu cette impression étrange que quelque chose n'allait pas dès que Jai franchit la porte. Tout semblait en ordre, mais l'atmosphère était différente, comme si l'air dans mon appartement avait changé. Jai inspectait chaque pièce,
cherchant ce qui pouvait me mettre mal à l'aise, mais je n'avais rien trouvé d'anormal. Jai essayait de me convaincre que c'était juste mon imagination. Mais le lendemain, des détails perturbants ont commencé à apparaître. Mon cadre photo préféré, qui trônait toujours sur la table du salon, était maintenant déplacé, légèrement incliné. Mon oreiller sur le lit avait été retourné, alors que je savais très bien comment je l'avais laissé le matin. Des petites choses, mais suffisamment pour me faire douter de ma propre mémoire. Puis, un jour, je suis rentré pour trouver une chose qui m'a glacé le sang. Une photo de moi prise à mon insu était posée sur mon lit. Elle me montrait en train de marcher dans la rue, probablement sur le chemin du travail. Le coin de la photo était marqué d'une empreinte de doigt, comme s'il avait voulu me laisser un message. À côté de la photo, un petit bouquet de fleurs sauvages, les mêmes que j'avais mentionnées une fois, brièvement, lors de notre premier rendez-vous. C'était la confirmation que je redoutais. Marc n'avait pas simplement disparu de ma vie après que j'avais coupé les ponts. Il était entré dans mon espace le plus intime, là où je pensais être en sécurité. Cette invasion silencieuse me terrifiait plus que tout. Chaque fois que je quittais mon appartement, je ne savais pas ce que je trouverais en rentrant. Chaque nuit, je m'endormais avec la peur qu'il puisse être déjà à l'intérieur, caché quelque part, attendant le moment parfait pour se révéler. Jai commençait à vérifier les serrures plusieurs fois avant de me coucher, à poser des chaises contre les portes pour entendre si elles bougeaient. Mais même ces mesures n'apaisaient pas ma peur, parce que, au fond de moi, je savais qu'il avait déjà trouvé un moyen de contourner toutes mes précautions. J'étais à bout. La paranoïa avait envahi chaque aspect de ma vie. Je dormais à peine, réveillé par le moindre bruit, guettant des signes de sa présence. Chaque ombre, chaque craquement dans mon appartement devenait une menace potentielle. Marc était partout et nulle part à la fois, un spectre qui hantait mes pensées jour et nuit. Finalement, j'ai décidé d'installer des caméras de sécurité à l'intérieur de mon appartement. Si jamais il revenait, au moins j'aurais des preuves, quelque chose de tangible pour montrer à la police qui, jusqu'à présent, n'avait rien pu faire. Les jours suivants, je regardais les enregistrements en boucle, espérant et redoutant à la fois de le voir apparaître sur les images. Mais rien. C'était comme s'il savait exactement où ne pas se montrer, comme s'il jouait à un jeu cruel où il avait toujours une longueur d'avance sur moi. Puis, une nuit, alors que je m'étais assoupi malgré moi, un bruit sourd m'a réveillé en sursaut. Je me suis figé, écoutant attentivement. Les secondes passaient dans un silence oppressant, jusqu'à ce que j'entende à nouveau ce bruit, cette fois plus fort, venant du salon. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre résonner dans ma tête. Je savais que c'était lui. Je le sentais. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante et me suis dirigé furtivement vers la porte de ma chambre, essayant de ne pas faire de bruit. Mais avant que je n'atteigne la poignée, je me suis figé. La porte du salon s'était doucement refermée. J'entendais maintenant ses pas dans le couloir, lents, mesurés, comme s'il savourait chaque seconde de ma terreur. Je n'avais nulle part où fuir. Piégé dans ma propre maison, j'ai cherché désespérément une issue, quelque chose pour me défendre. Je me suis caché dans le placard de ma chambre, espérant que la petite porte de bois serait suffisante pour m'abriter, pour m'éloigner de lui, même temporairement. Mon souffle était saccadé, et je devais m'efforcer de ne pas crier. Les pas se rapprochaient, puis ils se sont arrêtés juste devant ma chambre. Le silence était pire que tout. Je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il faisait de l'autre côté de la porte. Peut-être qu'il m'écoutait aussi, jouant avec ma peur, savourant ce moment de contrôle total. Lorsque la porte de ma chambre a lentement grincé, j'ai fermé les yeux,
priant pour que tout cela soit un cauchemar. Mais c'était bien réel. Je l'entendais respirer, sentir sa présence tout près, alors qu'il s'avançait lentement dans la pièce. Il était là, à quelques pas de moi, et je savais que ce n'était qu'une question de secondes avant qu'il ne me trouve. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que, même si je survivais à cette nuit, ma vie ne serait plus jamais la même. Marc avait pris bien plus que mon sentiment de sécurité. Il m'avait volé ma tranquillité d'esprit, m'avait emprisonné dans un cauchemar dont je ne pouvais plus échapper. Tout a commencé avec ce simple swipe à droite sur Tinder. Elle s'appelait Claire, une femme charmante avec un sourire éclatant et une allure qui dégageait à la fois confiance et mystère. Après quelques semaines de conversations intenses, nous avions finalement décidé de nous rencontrer en personne. Nos rendez-vous étaient parfaits, comme si chaque moment passé ensemble renforçait cette connexion indescriptible. C'est alors qu'elle m'a proposé de passer un week-end dans une cabane isolée en montagne. Au début, j'étais un peu réticent. Un endroit si éloigné avec quelqu'un que je ne connaissais que depuis peu, ça pouvait paraître imprudent. Mais Claire avait une manière de rendre l'idée irrésistible. Elle me décrivait la cabane comme un véritable refuge, un endroit où l'on pourrait se couper du monde et se concentrer uniquement sur nous deux. Les photos qu'elle m'a montrées étaient à couper le souffle. Une petite cabane en bois, nichée au cœur d'une forêt dense, avec une vue imprenable sur les montagnes. L'idée d'une escapade romantique, loin de tout, me séduisait de plus en plus. Finalement, j'ai cédé à la tentation. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'était l'occasion parfaite de passer du temps avec Claire, de mieux la connaître dans un cadre idyllique. Le trajet jusqu'à la cabane fut agréable, presque magique. La route serpentait à travers des paysages pittoresques, et plus nous nous éloignions de la ville, plus je sentais la pression du quotidien s'évaporer. Quand nous sommes arrivés, la cabane était encore plus belle en vrai, perdue au milieu de nulle part, entourée par la nature sauvage. C'était exactement comme elle l'avait décrit, un véritable havre de paix. J'étais convaincu que ce week-end serait inoubliable, mais je n'avais aucune idée à quel point il allait l'être. La première nuit, tout semblait parfait. Après avoir déposé nos affaires, nous avons ouvert une bouteille de vin et nous nous sommes installés devant la cheminée. Claire était radieuse, et je me sentais étrangement chanceux d'être là, dans ce cadre enchanteur, avec elle. Mais, en même temps, une petite voix au fond de mon esprit ne cessait de me rappeler à quel point nous étions isolés. C'était à la fois excitant et légèrement inquiétant. En fin de soirée, Jay voulut vérifier mon téléphone, juste pour voir si tout allait bien, mais il n'y avait aucun signal. Rien d'étonnant, me suis-je dit, vu notre emplacement. C'était même rafraîchissant de se déconnecter complètement, de ne plus être esclave des notifications. Pourtant, une petite inquiétude persistait. Par réflexe, Jay demandait à Claire si le téléphone fixe de la cabane fonctionnait. Elle m'a jeté un regard furtif avant de répondre calmement que la ligne était probablement déconnectée depuis longtemps. Son ton léger ne me rassurait pas. Une cabane sans réseau et sans téléphone, aussi idyllique soit-elle, commençait à prendre un aspect plus sinistre. J'ai suggéré que nous pourrions peut-être retourner en ville le lendemain, juste pour vérifier nos messages et être sûr que tout allait bien. Mais à ma surprise, son visage s'est soudainement fermé. Son sourire s'est effacé, remplacé par une expression froide, presque distante. Elle a simplement dit « Pourquoi voudrais-tu partir alors qu'on vient juste d'arriver ?» Sa voix avait une nuance de défi, comme si ma suggestion l'avait offensée. La tension dans l'air était palpable, et je me suis demandé si je n'avais pas commis une erreur en venant ici. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul dans la cabane.
Le silence régnait, et la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres me semblait soudainement oppressante. Claire n'était nulle part en vue. Je me suis levé, légèrement inquiet, et je suis sorti pour voir si elle était dans les environs. Dehors, tout semblait calme, mais quelque chose m'a immédiatement frappé. Des traces étranges sur le sol, comme si quelque chose avait été traîné à travers la terre et les feuilles. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai suivi les marques, mes pensées se bousculant dans ma tête. Peut-être que c'était juste un animal, ou peut-être qu'elle s'était aventurée trop loin et avait eu un accident. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de dérangeant dans ces marques, quelque chose qui me donnait la chair de poule. Soudain, Claire est apparue, surgissant de derrière un arbre. Son visage était différent, son regard plus dur, calculateur. Elle n'avait plus rien de la femme charmante que j'avais rencontrée. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle cesse d'avancer vers moi, son expression froide et détachée. « Il est temps que tu saches la vérité », a-t-elle dit calmement. « Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été choisi. Chaque année, mes amis et moi organisons un petit jeu, une chasse, mais pas n'importe quelle chasse. » Mon sang s'est glacé. Elle continuait à parler, m'expliquant que j'étais la proie cette fois-ci et que j'avais jusqu'au lever du soleil pour tenter de survivre. Si je réussissais à leur échapper, je serais libre, mais si je me faisais attraper... Elle a laissé la phrase en suspens, son sourire revenant, mais cette fois, tordu par une cruauté que je ne lui connaissais pas. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était insensé, irréel, mais l'expression dans ses yeux m'a confirmé que ce n'était pas une blague. Sans réfléchir, j'ai commencé à courir, sentant le sol sous mes pieds, le vent sur mon visage et la terreur s'emparer de moi. C'était une course contre la montre, une course pour ma vie. J'ai couru à travers les bois, les branches me griffant le visage et les feuilles craquant sous mes pas. La forêt était dense, et chaque tournant semblait mener à un nouvel obstacle. Mon cœur battait à tout rompre, et je peinais à respirer correctement. Je n'avais jamais imaginé être poursuivi de cette manière, surtout pas par des personnes qui semblaient être des amis de Claire. Je pensais que je connaissais la direction vers la ville, mais tout semblait confus. Les arbres formaient un labyrinthe impénétrable, et les chemins que je croyais connaître semblaient disparaître. Le stress et la panique commençaient à affecter ma perception. J'avais l'impression que les ombres dansaient autour de moi, me trompant sur la direction à suivre. À chaque fois que je croyais trouver une sortie, je me retrouvais face à un nouveau piège. Des bruits inquiétants résonnaient dans la forêt, des rires étouffés, des chuchotements, et parfois des éclats de voix. C'était comme si mes poursuivants jouaient avec moi, utilisant des enregistrements pour me désorienter et me faire perdre espoir. Je tentais de me frayer un chemin à travers la végétation, me cachant derrière des arbres et des buissons, en essayant de rester aussi silencieux que possible. Chaque son inconnu me faisait sursauter, et chaque mouvement suspect me faisait accélérer le pas. À un moment donné, je suis tombé dans une petite clairière. Épuisé, j'ai essayé de me cacher derrière un rocher, espérant que mes poursuivants ne me trouveraient pas. J'étais accroupi, écoutant le silence, mais je savais qu'ils étaient proches. Soudain, j'ai entendu un craquement derrière moi, et je me suis retourné pour voir une silhouette se dessiner entre les arbres. C'était l'un d'eux, une silhouette sombre, avec des yeux perçants. Dans un élan de désespoir, j'ai décidé d'affronter ce que je croyais être une menace. Je me suis précipité vers lui, mais il s'est simplement écarté, me laissant me précipiter vers une direction encore plus inconnue. L'adrénaline me poussait à aller de l'avant, malgré la douleur et la fatigue. Chaque seconde
semblait durer une éternité alors que je continuais à courir, cherchant désespérément un moyen de m'échapper, tout en me demandant si je trouverais jamais une issue avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le jour commençait à se lever, je me trouvais acculé dans une clairière, épuisé et désespéré. La forêt avait commencé à éclaircir à peine, et le premier soleil du matin se frayait un chemin à travers les arbres. J'étais à bout de souffle, les jambes en feu et le cœur battant la chamade. Je savais que le temps était compté, que chaque minute me rapprochait de ma capture. Les sons de la forêt avaient changé. Les rires et les chuchotements avaient cessé, laissant place à un silence inquiétant. Le calme avant la tempête. J'étais accroupi derrière un arbre, tentant de reprendre mon souffle, quand j'ai entendu des voix derrière moi. Les poursuivants se rapprochaient. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule et les ai vus émerger des buissons, leur visage marqué par une expression de satisfaction macabre. Dans un moment de désespoir, j'ai décidé de faire face. Je savais que rester caché ne mènerait à rien, que je devais tenter quelque chose, même si cela semblait futile. Je me suis levé et j'ai couru vers l'un des poursuivants, espérant le surprendre. Mon attaque a eu un certain effet. Il a vacillé et est tombé. Mais cela n'a pas suffi. Les autres se sont jetés sur moi, m'attrapant et me poussant au sol. Je me suis retrouvé à terre, les mains menottées, tandis que Claire se tenait là, à quelques mètres de moi. Son regard était aussi impassible que la première fois où elle m'avait révélé la vérité. Elle m'a regardé avec un mélange de dédain et de tristesse, comme si ma défaite était une simple formalité dans un jeu dont elle connaissait déjà l'issue. « Tu as fait de ton mieux », a-t-elle dit, ses mots empreints d'une cruauté glaciale, « mais c'est la fin du jeu. Tu as fait de ton... » Alors que le soleil se levait entièrement, les derniers vestiges de l'obscurité disparaissant lentement, j'ai réalisé que mon cauchemar était terminé, mais que ma vie avait été changée à jamais. Mes capturants m'ont escorté hors de la forêt, et en voyant les premières voitures passer sur la route, j'ai su que je pouvais enfin être sauvé. Mais même alors que je quittais la forêt, je savais que cette expérience resterait gravée dans ma mémoire. La traque avait pris fin, mais l'horreur de ce week-end resterait toujours avec moi. J'avais décidé de me aventurer à nouveau dans le monde des rencontres en ligne, après une longue période de solitude. Cela faisait des mois que je n'avais pas eu un véritable rendez-vous, et l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau m'excitait autant qu'elle me terrifiait. C'est sur Tinder que j'ai commencé à discuter avec un homme d'une quarantaine d'années, charismatique et cultivé. Son profil était impeccable, et nos échanges étaient remplis de discussions passionnantes sur l'art, la littérature et les voyages. Après quelques semaines de conversation virtuelle, il m'a proposé de dîner ensemble dans un restaurant luxueux du centre-ville. J'étais nerveuse, mais l'idée de rencontrer enfin cet homme si parfait m'a poussé à accepter. Le soir du rendez-vous, j'ai pris soin de choisir une tenue élégante, espérant faire bonne impression. Lorsque je suis arrivé au restaurant, il m'attendait déjà. Élégant, vêtu d'un costume sur mesure, il avait un charme irrésistible. Nos regards se sont croisés et j'ai immédiatement senti une connexion. Le dîner s'est déroulé à merveille. Nous avons échangé des histoires, ri, et il m'a impressionné par ses connaissances approfondies sur les œuvres d'art exposées dans le restaurant. Il semblait avoir une culture générale sans limite, et chaque mot qu'il prononçait me captivait un peu plus. À la fin du repas, alors que je pensais que la soirée touchait à sa fin, il m'a suggéré de continuer notre conversation chez lui. Il a décrit son appartement comme une galerie d'art personnelle où il exposait des pièces rares qu'il avait collectionnées au fil des ans.
Intrigué et flatté par son invitation, Jay acceptait de le suivre, persuadé que cette soirée marquerait le début de quelque chose de spécial. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, Jay immédiatement était impressionné par la beauté de l'appartement. Les murs étaient couverts de tableaux, les meubles étaient raffinés, et chaque détail semblait soigneusement choisi pour créer une atmosphère de luxe et de sophistication. Il m'a guidé à travers les pièces, me montrant ce qu'il appelait ses trésors. Au début, je me suis laissé emporter par son enthousiasme. Il parlait avec passion de chaque objet, racontant comment il les avait trouvés lors de ses voyages ou dans des ventes aux enchères exclusives. Mais à mesure que je m'attardais sur ses œuvres, quelque chose a commencé à me déranger. Les objets exposés n'étaient pas des pièces d'art traditionnelles. C'étaient des bijoux, des vêtements, des sacs à main, des articles clairement personnels et féminins. En m'approchant d'une vitrine, j'ai vu une photo. Elle montrait une femme souriante, mais la photo semblait vieille, légèrement jaunie sur les bords. Mon cœur s'est serré. Jay commençait à remarquer d'autres photos disséminées dans l'appartement, chacune montrant une femme différente, souvent dans un contexte quotidien, comme si les clichés avaient été pris à la dérobée. La réalisation m'a frappé soudainement, comme un coup de poing dans l'estomac. Ces trésors n'étaient pas simplement des objets précieux pour lui, c'étaient des souvenirs de femmes, soigneusement collectionnés et exposés comme des trophées. Mon malaise s'est transformé en peur. Jay sentit un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. L'homme qui me paraissait si charmant et cultivé avait une face cachée que je n'avais pas vue venir. Je devais partir et vite. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais l'ampleur du danger. Jay sentit une sueur froide perler sur ma nuque, mais Jay tentait de ne rien laisser paraître. Je devais rester calme, trouver une excuse pour partir sans éveiller ses soupçons. Avec un sourire forcé, j'ai prétexté un mal de tête soudain et lui ai dit que je devrais rentrer chez moi pour me reposer. Mais avant que je puisse atteindre la porte, son expression a changé. Il a souri, mais ce n'était plus le même sourire chaleureux qu'au restaurant. C'était un sourire froid, calculateur. Il s'est approché lentement de moi, bloquant l'accès à la sortie. « Je savais que tu serais parfaite pour cette collection », a-t-il murmuré, sa voix douce mais teintée d'une menace subtile. Je me suis figé. Mes yeux ont parcouru la pièce, cherchant désespérément une autre issue, mais il n'y en avait aucune. Il a fermé la porte d'un geste calme, verrouillant derrière nous avec un bruit sinistre. Mon estomac s'est noué. « Ce n'est pas juste un appartement », a-t-il continué en se rapprochant. « C'est une œuvre d'art en soi, un piège conçu pour protéger ce que j'ai de plus précieux. » Je me suis reculé instinctivement, mais il continuait d'avancer. Chaque porte, chaque fenêtre était équipée de mécanismes de sécurité qu'il avait activés. Je me suis retrouvé piégé dans un labyrinthe de pièces, chaque chemin menant à une impasse, chaque sortie potentielle bloquée par une nouvelle barrière. La panique m'envahissait. Mes pensées étaient en désordre, mes mains tremblaient alors que je cherchais désespérément une issue. J'étais prisonnière dans ce qui ressemblait à une galerie d'art, mais qui n'était en réalité qu'une cage dorée. Et lui, mon soi-disant chevalier servant, s'était révélé être le prédateur le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Alors que je courais d'une pièce à l'autre, essayant frénétiquement de trouver une issue, je suis tombé sur un bureau, une sorte de bureau d'artiste encombré de papiers, de carnets et d'outils de dessin. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais quelque chose m'a poussé à fouiller rapidement parmi les documents éparpillés. C'est là que j'ai trouvé son journal. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le carnet et commencé à lire les premières pages.
Il y décrivait en détail ses rencontres avec plusieurs femmes, chacune séduite et manipulée de la même manière. Chaque entrée ressemblait à un chapitre d'un livre macabre, racontant comment il avait gagné leur confiance avant de les piéger, comme il l'avait fait avec moi. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des dessins, des croquis sinistres de scènes de torture, des plans de son appartement, et des notes minutieuses sur la façon dont il avait transformé chaque pièce en une trappe mortelle. Il semblait prendre un plaisir malsain à décrire la peur et la souffrance de ses victimes. Les traits de leur visage déformés par la terreur étaient reproduits avec une précision effrayante. Mon cœur se serrait à chaque mot, à chaque image. Ce n'était pas seulement un collectionneur de souvenirs morbides, c'était un psychopathe, un monstre qui voyait ses crimes comme une forme d'art. Et maintenant, j'étais la prochaine pièce de sa collection. Soudain, un bruit derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai vu une porte légèrement entrebâillée que je n'avais pas remarquée avant. Hésitante, je l'ai poussée et suis entré dans une pièce obscure. Ce que j'eus et découvert m'a glacé le sang. Dans un coin de la pièce, attachée à une chaise, une femme était encore en vie, mais à peine consciente, ses yeux grands ouverts reflétant une terreur indescriptible. Elle était couverte de blessures et semblait être là depuis des jours, peut-être des semaines. Son état critique m'a fait comprendre que je devais agir vite, pour elle et pour moi-même. J'étais confronté à une terrible vérité. Il ne s'agissait plus simplement de fuir. J'étais désormais impliqué dans quelque chose de bien plus sinistre. Je devais trouver un moyen de sortir de là et peut-être, si John avait la force, l'aider à s'échapper elle aussi. Mais le temps pressait, et je savais que l'homme n'était jamais très loin. Ma respiration était saccadée, et mon cœur battait à tout rompre alors que je m'approchais de la femme. Ses lèvres tremblaient faiblement, mais elle n'avait pas la force de parler. J'aille chercher autour de moi, désespérément, quelque chose pour la libérer. Mes mains ont trouvé une paire de ciseaux rouillés sur une étagère, et je me suis précipité pour couper les cordes qui la maintenaient attachée. Alors que je la libérais, j'entendais les pas de l'homme résonner dans le couloir. Il se rapprochait. Mon esprit était envahi par la panique, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de flancher. Nous devions sortir maintenant. Une fois les cordes coupées, j'ai aidé la femme à se lever. Elle était faible, ses jambes vacillaient sous son propre poids, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux fatigués. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers la porte, mesurant chaque pas pour éviter de faire du bruit. Mais alors que nous atteignions le seuil, la porte s'est soudainement refermée avec fracas devant nous. L'homme se tenait là, son visage tordu par un sourire cruel. « Vous pensiez vraiment que ce serait aussi simple ?» a-t-il murmuré, sa voix dégoulinant de mépris. La femme s'est accrochée à moi, terrifiée, tandis que je cherchais désespérément une issue. Il avançait lentement, savourant notre terreur, certain que nous étions à sa merci. Mais dans un élan de courage, j'ai attrapé un vase lourd sur une table à proximité et l'ai lancé de toutes mes forces vers sa tête. Il a titubé en arrière, désorienté, ce qui nous a donné une brève ouverture. Sans réfléchir, j'ai tiré la femme par la main et nous avons couru vers une autre porte que je n'avais pas encore explorée. Par miracle, elle s'est ouverte sur une cage d'escalier. Nous avons dévalé les marches à toute vitesse, le bruit de nos pas résonnant dans le bâtiment. Derrière nous, j'entendais l'homme reprendre ses esprits, sa colère palpable dans ses cris. Le bâtiment semblait être un labyrinthe sans fin, mais finalement, nous avons aperçu une porte de sortie. Je l'ai poussée avec force, et nous nous sommes précipités à l'extérieur, l'air frais de la nuit nous frappant comme un choc brutal. Nous avons continué à courir sans nous arrêter, nos corps poussés par l'adrénaline et la peur. Ce n'est qu'après avoir mis une distance considérable entre nous et cet enfer que nous nous sommes finalement arrêtés, à bout de souffle.
Je me suis retourné pour voir si nous étions suivis, mais il n'y avait personne. Nous étions libres. Le soulagement m'a submergé, mais en même temps, je savais que cet homme était toujours là, quelque part, et qu'il pourrait recommencer. Il fallait avertir la police, mettre fin à ces atrocités. Mais pour l'instant, tout ce qui importait, c'était que nous avions survécu à cette nuit de cauchemar. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle t'a donné des frissons, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner pour d'autres récits qui te feront regarder par-dessus ton épaule. Et si tu as une histoire effrayante à raconter, envoie-la nous. Elle pourrait bien apparaître sur la chaîne. On se retrouve pour le prochain frisson.